Bonjour tout le monde. On va continuer le deuxième chapitre pour le membre inférieur. Et ce chapitre-là s'intitule Massage de l'abdomen et du pelvis. Membre inférieur. Ok. Donc, dans tout ça, on va étudier d'abord le pelvis, ensuite le fémur proximal, l'articulation de la hanche, l'accès aux membres. Et une fois qu'on aurait vu toutes ces structures-là, on pourra avoir les voies d'accès aux membres inférieurs. Et qu'est-ce qui va aller au membre inférieur ou bien sortir du membre inférieur et aller dans l'abdomen? Ce sont les nerfs, les artères, les veines, les vaisseaux lymphatiques. Okay? Et on fera petite parenthèse sur le fascia profond et hiatus de la veine saphène, de même que le pylône fémoral. Donc, pour comprendre le passage de l'abdomen et du pelvis inférieur, il faut quand même connaître les structures. Et on va commencer avec le pelvis osseux. Si on regarde le schéma du pelvis osseux, ok, on voit bien qu'il y a l'os dorsal, mais qu'il est formé de trois couleurs différentes. Une couleur beige, ici vous avez une couleur bleue, et là vous avez une couleur rouge. Et chacune de ces parties constitue euh, une section de l'os coxal. Donc la partie qui est beige, c'est la partie qui est bleue, c'est pour l'ischion. La partie qui est rouge, c'est pour le pelvis. Donc, les surfaces externes, parce que ça, c'est la vue externe. Les os coxaux et du sacrum et du coccyx, donc, surface externe, de l'os coxal, du sacrum et du coccyx, sont de façon prédominante les régions du pelvis liées aux membres inférieurs, bien que quelques muscles viennent de la face interne de ces os et les faces des corps des vertèbres normales. On parle du fameux psoas ciliaque, qui fait partie du intérieur, mais qui n'est pas de côté de la surface externe. Chaque os coxal est formé, avant ossification complète, par trois parties. L'os iliaque, ok, l'os ischiatique, en bleu, on va appeler ischium ou ischium. Et en avant, vous avez le pubis qui fusionne durant la croissance. L'os iliaque est supérieur et le pubis et l'ischium sont respectivement inférieurs, mais pour le pubis, il va être antéro-inférieur, tandis que pour l'ischium, il sera postéro-inférieur. L'ischium s'articule avec le sacrum. L'os coxal est en plus amarré à la terminaison de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le sacrum en haut. Ah, elle parle des ligaments sacro-épineux et sacro-épineux. Ils ont les noms de leur attache. Sacro-tubéral, ok, va s'insérer sur la tubérosité et l'épine ischiatique. Ok, la face externe de l'ilion et les surfaces adjacentes du sacrum, du coccyx ainsi que du ligament sacro-tubéral constituent une zone importante d'insertion musculaire pour beaucoup de muscles de la région radiale et du compartiment postérieur de la cuisse. Et donc, ici, il y a deux ligaments, ligament sacro-tubéral et ici sacro-épineux. La branche ischio-pubienne et le corps du pubis. La branche ischio, c'est celle qui unit l'ischion au pubis. Et le corps du pubis, ici, donne insertion principalement aux muscles du compartiment médial de la cuisse. La tête du fibule s'articule avec l'acétabulum situé sur la face externe de l'os coxal. Toutes ces parties-là, ça va donner insertion aux muscles de la région lutéale, tandis que la partie ischio-pubienne et le corps du pubis donnent insertion principalement aux muscles du compartiment médial de la cuisse. On continue, ok, avec l'ilium. Donc, on va décrire l'ilium ici.
La partie la plus haute de l'ilium est en forme d'éventail. Donc, grossièrement, c'est en forme d'éventail, c'est-à-dire que la base est plus petite que la partie supérieure. Ou, donc la partie la plus haute de l'ilium en forme d'éventail, ou L iliaque, a comme particularité d'être rattachée à l'abdomen par sa face interne et au membre inférieur par sa face externe. On voit que la face externe ici. La limite supérieure de cette région est la crête iliaque, qui forme ce qu'on appelle la taille, ici, qui se termine en avant par l'épine iliaque antéro-supérieure et en arrière par l'épine iliaque postéro-supérieure. Une saillie proéminente latérale est située juste en arrière de l'épine iliaque antéro-supérieure et forme le tubercule de la crête. Le tubercule de la crête est utilisé en orthopédie pour prendre les griffons osseux. L'épine iliaque antéro-inférieure est située sur le bord antérieur de l'ilium. Ici, nous avons le bord antérieur de l'ilium et nous avons l'épine iliaque antéro, le bord de l'ilium ici, et nous avons ici l'épine iliaque antéro-inférieure. Le bord antérieur de l'ilium rejoint le pubis ici, au niveau d'une élévation qui constitue l'éminence iliopectinée. On appelle encore le pecten. La surface glutéale de l'aile iliaque regarde en dehors et en arrière. Chose qu'on ne peut pas bien voir parce que nous avons un schéma en 2 dimensions. Pour bien voir cette surface qui regarde en dehors et en arrière, vous devez aller regarder l'anatomie 3D. Elle est limitée en haut par la crête iliaque. L'aile de l'ilium est parcourue par 3 lignes rugueuses. Une qui est inférieure et une autre qui est antérieure et la troisième qui est postérieure. Et ce sont les lignes glutéales divisant la face latérale de l'aile iliaque en 4 zones. Okay? Et on commence par la ligne glutéale inférieure. La ligne glutéale inférieure commence au-dessus de l'épine iliaque inférieure, pardon. Groupe et ceinture vers le bas pour se terminer au bord postérieur de l'acétabulum. La ligne, elle est ici, elle ceinture et va se terminer au bord inférieur de l'acétabulum. Le muscle droit de la cuisse s'insère à l'épine iliaque antéro-inférieure et sur une surface rugueuse située entre le bord supérieur de l'acétabulum et la ligne glutéale inférieure. La ligne glutéale inférieure, ici, va délimiter une surface, et c'est sur cette surface-là, dessous de la ligne glutéale, que va venir s'insérer le muscle droit de la cuisse. Et on va aller un petit peu plus haut, la ligne glutéale antérieure, qu'elle part du bord externe de la crête iliaque, et ceinture aussi vers le bas, traversant l'aile iliaque pour disparaître au-dessus du bord supérieur de la grande incisure ischiatique. Et c'est le muscle petit glutéal qui s'insère sur l'aile iliaque entre les 2 lignes glutéales inférieures et antérieures. Donc, nous avons ici. Okay. Il est pas du bord externe de la crête. Ça va descendre, c'est approuvé. Et ici, nous avons la grande incision ischiatique et juste au-dessus du bord supérieur de la grande incision ischiatique. Cet espace compris entre les 2 lignes, c'est l'espace d'insertion et du muscle petit glutéal. Troisième dernière ligne, la ligne glutéale postérieure descend presque verticale de la crête iliaque.
et jusqu'au voisinage de l'épiniaque postéro-inférieur. Le muscle glutéal moyen s'insère sur l'os entre les lignes glutéales antérieures et postérieures. Le muscle grand glutéal a ses origines en arrière de la ligne glutéale postérieure. Okay? Donc, une surface en arrière, c'est grand glutéal. Continue. Quand on va à la tubérosité ischiatique. La tubérosité ischiatique est postéro-inférieure par rapport à l'acétabulum et donne insertion principalement au muscle ischio-jambier situé à la face postérieure de la cuisse. Donc, on parle d'ici. Et elle est postéro-inférieure, comme on dit, par rapport à l'acétabulum. Donc, c'est donc en arrière et en dessous de l'acétabulum. Et ça donne insertion principalement aux muscles qui vont de l'ischio à la jambe. Et c'est pour ça qu'on les appelle les muscles ischio-jambiers et qui sont donc situés à la face postérieure de la cuisse. Et on avait vu la partie médiale de la cuisse. Les muscles de la partie médiale de la cuisse aussi s'insèrent. OK? C'était au niveau du pubis. On a vu les muscles de la région glutéale s'insèrent au niveau de l'aile iliaque. Et maintenant, cette partie supérieure de la tubérosité ischiatique, elle donne, la tubérosité ischiatique donne insertion au muscle ischio-jambier. Et cette tubérosité est séparée en deux parties, une haute et une basse, par une ligne transversale. La partie haute, la partie supérieure de la tubérosité sciatique est orientée verticalement. Face et à une vue postérieure et est elle-même divisée en deux zones par une crête oblique qui descend de dedans en dehors. La partie la plus médiale de cette partie supérieure est le lieu d'insertion combinée des muscles long biceps fémoral et semi-tendineux qui sont des muscles ischio-jambiers. Tandis que la partie latérale ici, okay, donne insertion aux muscles semi-membraneux. La partie inférieure, on avait dit qu'il y avait une partie horizontale, une ligne horizontale qui séparait en une section intérieure et une section postérieure. Maintenant, on va pour la partie postérieure. OK? Donc, la partie inférieure, la plus basse de la tubérosité sciatique est orientée transversalement et divisée en deux par une crête osseuse. La partie latérale donne insertion au muscle grand adducteur, tandis que la partie médiale, orientée vers le bas, est couverte par du tissu conjonctif et par une bourse séreuse. Dans la position assise, cette zone médiale supporte le poids du corps. Donc, lorsque nous chitons sous patissa. Et comme c'est l'os est dur, pour que le nou chita, nous pas grager muscles et les tissus mous, et ils vont être protégés de cette friction par justement la bourse séreuse. Une bourse séreuse, c'est comme, on t'a dit, un petit blade qu'on met là-dedans. Là, ça protège les structures molles des frictions avec l'os. Le ligament sacro-tubéral est attaché à une crête sur le bord médial de la tubérosité ischiatique. Troisième partie, la branche ischio-pubienne et le pubis. Donc, on voit en même temps la branche ischio-pubienne et le pubis ici. Okay, la face externe de la branche ischio-pubienne en avant de la tubérosité sciatique, partie, il faut bien se rappeler, est antérieure, cette partie est postérieure. Donc, la face externe de la branche ischio-pubienne en avant de la tubérosité sciatique et le corps du pubis donne insertion aux muscles du compartiment médial de la cuisse. Ces muscles comprennent le long adducteur,
le co-adducteur, le grand adducteur, le pétiné et le gassi. On va revoir on dira la partie musculaire. Et enfin, l'acétabulum. Ok, est une profonde excavation, un creux, on dit concavité. L'acétabulum est une profonde excavation en forme de sphère située sur la face latérale de l'os coxal dans la région où l'ium, l'ischio et le pubis se rejoignent. Ils s'articulent avec la tête fémorale. Okay? Il va s'articuler avec la tête fémorale. Le bord de l'acétabulum comporte dans sa partie inférieure une large encoche appelée incisure acétabulaire. La paroi comprend, paroi acétabulum comprend une partie non articulaire, comprend une zone articulaire ici et une zone non articulaire. La partie non articulaire est rugueuse et forme une dépression circulaire dans la partie centrale et inférieure de l'acétabulum. Elle est nommée la fosse acétabulaire ou arrière-fond de l'acétabulum. L'incisure acétabulaire est constituée en continuité avec la fosse acétabulaire. C'est la partie non articulaire. Maintenant, la partie articulaire. Donc, la surface articulaire, donc c'est cette surface qui sera en contact avec la tête fémorale. La surface articulaire est large et occupe les segments antérieurs, supérieurs et postérieurs de l'acétabulum. La surface articulaire est en forme de croissant, on va appeler surface semi-lunaire. Elle est plus large de sa partie supérieure, où la majeure partie du poids du corps est transmise du pelvis au fémur. Le croissant semi-lunaire est interrompu à sa partie inférieure par l'incisure acétabulaire. Ici, ça devient croissant, sinon ça aurait été plutôt un cylindre. La fosse acétabulaire est le siège de l'insertion du ligament de la tête fémorale, alors que les vaisseaux inertes passent par l'incisure acétabulaire. Les autres passent ici. Pourquoi étudier le scoxal? C'est pour comprendre les problèmes que nous avons en clinique. Donc, il faut pouvoir reconnaître les différentes parties de l'os coxal sur la radiographie et pour pouvoir déterminer les fractures du bassin. Ici, nous avons la radiographie femme. Ça se voit à la forme ovalaire que nous avons ici et ça se voit aussi par les parties génitales. Donc, nous avons bien, chez l'homme, c'est une forme de cœur et on le voit aussi avec les parties génitales. L'os coxal, dans les fractures du bassin, l'os coxal, le sarcome et les articulations associées forment un anneau enfermant la cavité pelvienne, qu'on appelle l'anneau pelvien, okay, qui est arrondi chez la femme et en forme de cœur ou triangulaire chez l'homme. Des lésions des tissus mous et des viscères peuvent survenir au cours des fractures du bassin. Chez les blessés aux lésions multiples, ce qu'on appelle les polytraumatisés, présentant des traumatismes du thorax et ou des membres inférieurs, les lésions pelviennes doivent être évoquées et recherchées. Les fractures du bassin peuvent s'accompagner d'hémorragies importantes non visibles, nécessitant des transfusions sanguines. De plus, ces saignements peuvent former un hématome pelvien, la troisième collection de sang, important qui peut comprimer les vaisseaux et les nerfs et inhiber leur fonction. Les fractures pelviennes peuvent être classées de plusieurs façons qui permettent aux chirurgiens de choisir le traitement approprié. Les fractures du bassin sont généralement divisées en 4 groupes. OK? Donc, vous avez ici les fractures du bassin. Et justement, bon,
s'attaquer à l'intégrité de l'anneau. Ici, nous avons une fracture stable, là, instable. Dans le plan horizontal et là, instable. Instable dans le plan horizontal et le plan vertical. Donc, nous avons toutes ces classifications. Ces classifications qui nous permettent de voir même. Et pour chaque type de classification, vous avez pratiquement un traitement approprié. Donc, quels sont les différents types? Le type 1, le traumatisme ne rompt pas. Pelvien, ne rompt pas la continuité de l'anneau pelvien. Par exemple, les fractures de la crête iliaque, ce type de fracture présente rarement un traumatisme sévère, bien que dans les cas d'une fracture de la crête iliaque, la perte de sang puisse être importante. Donc, premier type, ça ne casse pas l'anneau pelvien. Et c'est pour ça qu'on a vu. Donc, du moment que ça ne casse pas l'anneau pelvien, c'est le type. Tout ça, ça casse l'anneau pelvien. Et cela, on vous montre si c'est pour et le type 2, le traumatisme se traduit par une rupture simple de l'anneau pelvien, une dissolution de la symphyse pubienne. Un exemple de ce type est une fracture avec diastase, séparation de la symphyse pubienne. Ces traumatismes sont le plus souvent bénins, mais il convient toujours de chercher une perte de sang. Et le type 3, il est caractérisé par une double rupture de l'anneau pelvien. OK? C'est ici. OK? Un exemple est la fracture bilatérale des branches pubiennes qui peut s'accompagner de lésions urétrales. Le type 4, les traumatismes peuvent survenir au niveau à proximité de l'acétabulum. Ici, nous avons l'acétabulum qui est complètement éclaté. Et là, vous voyez, le trait de fracture arrive au niveau de l'acétabulum. D'autres types de traumatismes sont les fractures du pubis avec lésion de l'articulation sacro-iliaque ou avec ou sans luxation. Ce type de traumatisme est souvent associé à des lésions viscérales pelviennes et des déperditions sanguines importantes. Parmi les autres traumatismes du bassin, il faut citer les fractures de fatigue que l'on peut voir chez les athlètes, les sujets âgés, atteints d'ostéoporose. Ils sollicitent tellement leur squelette qu'ils finissent par se casser. Ici, nous avons donc le fracture du bassin avec la radiographie dans lequel on a mis un produit de contraste dans la vessie. Le contraste, c'est un produit qui est visible. Et on voit que la vessie est poussée à côté. Cela est dû à un important hématome qui va donc refouler et déformer la vessie. C'est pour ça qu'on a des différentes parties de l'ostéate pour pouvoir les reconnaître sur une radiographie et poser un diagnostic. Voyons maintenant le fémur proximal. Le fémur, c'est l'os de la cuisse, c'est le plus grand os du corps. Son extrémité proximale est caractérisée par la tête, et dès qu'on parle de tête, il y a toujours un col. Donc, est caractérisé par la tête et le col fémoral, et comporte deux importantes sailles. Grand trochanter, et le petit trochanter. Le grand trochanter, il est grand parce qu'il a beaucoup plus de muscles à tirer dessus. Le petit trochanter, c'est tout simplement un seul muscle, le psoas iliaque, qui va justement s'insérer dessus. Donc, c'est tout ça que l'on retrouve à l'extrémité de la diaphyse fémorale. La tête du fémur est sphérique et s'articule avec l'acétabulum de l'os coxal. Elle présente une petite dépression non articulaire, on appelle la fovea capitis, donc la fosse de la tête, où s'insère le ligament de la tête. L'autre partie du ligament, la partie, comme on a vu, il va être dans l'arrière-fond de la cavité acétabulaire. Le col du fémur est un tube osseux cylindrique qui relie la tête à la diaphyse du fémur. Il est orienté en haut et en dedans.
son axe avec celui de la diaphyse fémorale fait un angle approximativement 125 degrés. Donc, on parle de cet angle-là. Dans un plan horizontal, le col se projette en avant. Ici, on voit l'horizontale, on voit bien les deux condyles et la tête qui se projette en avant d'environ 15 degrés, ouvert médialement et en avant, et cet angle est appelé déclinaison. L'orientation du col par rapport à la diaphyse accroît la mobilité de la hanche. L'extrémité supérieure de la diaphyse fémorale comporte le grand et le petit trochanter qui sont les points d'insertion des muscles de la hanche. Maintenant, on en a parlé, on va les décrire. Grand et petit trochanter. Ici, trochanter et là le petit trochanter. Le grand trochanter est situé dans l'axe de la diaphyse fémorale, juste en dehors de la région de jonction col et de la diaphyse. Juste à la jonction et de la diaphyse et du col. Okay? Et il se trouve en dehors. Et nous avons la jonction ici entre la diaphyse et le col. Il est donc en dehors. Il s'étend vers l'arrière où sa surface médiale délimite une large cavité appelée fosse trochantérique. La paroi latérale de la fosse présente une dépression où s'insère le muscle obturateur externe. Le grand trochanter a une crête allongée sur sa face antéro-latérale pour l'insertion du muscle petit glutéal. OK? Entre ces deux points, il faut regarder pour voir ça. Et donc, on a aussi. OK? Ça, c'est en postérieur, on n'est pas encore arrivé. On voit l'insertion du muscle petit glutéal. OK? Insertion. OK? Donc, la paroi latérale de la fosse présente une dépression ovale où s'insère le muscle obturateur externe. Okay. Le grand trochanter et le grand trochanter a une crête allongée sur sa face antérolatérale pour l'insertion du muscle petit et glutéal. Et une crête similaire sur sa face latérale pour l'insertion du muscle moyen glutéal. Entre ces deux points, le grand trochanter est palpable. Palpez ça. Et, l'insertion du petit glutéal. Et vous avez, je ne peux pas montrer si c'est ça. Le problème, c'est que quand j'agrandis, je ne peux pas montrer les surfaces. Et maintenant, sur la face médiale, à sa partie haute du grand trochanter, juste au-dessus de la fosse trochantérique, on note une zone d'insertion pour les muscles obturateurs internes et jumaux. Et vous avez l'obturateur interne. On voit ici. OK. Et immédiatement au-dessus et en arrière, une petite zone sur le bord du trochanter pour l'insertion du muscle piriforme. On le voit. Maintenant, pour le petit trochanter, de taille plus réduite, a une forme de cône
à l'extrémité émoussée, c'est-à-dire que il va pointu et arrondi, se projette en arrière et en dedans par rapport à la diaphyse fémorale. Il est situé juste à la jonction entre le col, juste à la jonction avec le col du fémur. Il est le point d'insertion des muscles grand psoas et iliaque entre les deux trochantères séparant le col de la diaphyse se trouve la ligne intertrochantérique et en arrière, crête intertrochantérique. Okay? La ligne intertrochantérique, ici. Okay? La ligne intertrochantérique est une crête osseuse à la face antérieure du bord supérieur de la diaphyse cérébrale qui descend en dedans à partir du tubercule situé sur la face antérieure de la base du grand trochanter jusqu'à la base du petit trochanter. Elle se poursuit avec la ligne pectinéale, on appelle encore ligne spirale, qui contourne le fémur sous le petit trochanter et rejoint le bord médial de la ligne âpre à la partie postérieure du fémur. Donc, nous avons ligne qui va de la base du à la base du petit trochanter et ça va contourner. Okay? Vous avez la terminaison ici de la ligne intertrochanterienne et arriver au niveau de la ligne pectinéale, encore ligne spirale. OK? Voilà encore. Et là, on voit bien que ça rejoint le bord médial de la ligne âpre. Et à la crête intertrochantérique, je vois en postérieur. Elle est beaucoup plus prononcée. C'est pour ça que c'est une crête. L'autre, c'est une ligne. La crête intertrochantérique est située à la face postérieure du fémur proximal. Elle descend médialement du bord postérieur du grand trochanter à la base du petit trochanter. C'est une arête osseuse large et régulière ayant un tubercule proéminent et le tubercule quadrate, okay, sur sa moitié supérieure où s'insère le muscle carré fémoral. On voit bien le tubercule. Okay. Où va s'insérer le muscle carré fémoral. Okay. Maintenant qu'on a fini avec la diaphyse, maintenant qu'on a fini avec l'extrémité supérieure, avec les trois parties, la tête, le col, le bras, le trochanter, maintenant on va voir la diaphyse. Et pour cela, on a coupé la diaphyse et on a regardé en vue inférieure. Et en faisant ça, on voit mieux qu'elle est divisée, ok, la diaphyse, la surface antérieure, face médiale, la face latérale. Et ces faces-là sont séparées par des bords, le bord médial, le bord latéral, et un bord qui est beaucoup plus proéminent, qui est le bord postérieur, qu'on va appeler la ligne âpre. Okay? Donc, on a vu le schéma, maintenant, on retourne au livre. La diaphyse fémorale descend de dehors en dedans vers le plan frontal, faisant un angle de 7 degrés avec l'axe vertical. Et ce schéma met la ligne en pointillé. Donc, le fémur ne descend pas directement verticalement. Et il fait un angle de 7 degrés avec l'axe vertical. C'est la ligne en pointillé qu'on montre ici. L'extrémité distale du fémur, donc en bas, est donc plus proche de la ligne médiale. L'extrémité distale est plus proche de la ligne médiale
et que l'extrémité proximale de la diaphyse. La diaphyse se dirige donc en bas et en dedans. Le tiers moyen de la diaphyse est triangulaire, comme on le voit sur la figure ici. Donc, il est triangulaire à la coupe transversale. Donc, on a coupé avec, comme je l'avais dit, des bords médial, latéral, réguliers, délimitant les surfaces antérieures, latérales et médiales. Le bord postérieur est une crête large et saillante appelée ligne âpre. La ligne âpre est le site majeur d'insertion musculaire à la cuisse. Au tiers proximal, les lignes internes et externes de la ligne âpre divergent et se continuent respectivement vers le haut avec la ligne pectinéale et la tubérosité glutéale de la diaphyse. Et donc, vers le haut, en plus. Vous avez la ligne pectinéale qui s'incurve et passe sous le petit trochanter et, comme on l'avait vu, va rejoindre la ligne intertrochantérique. La tubérosité glutéale est une ligne large et rugueuse qui s'incurve en dehors vers la base du grand trochanter. Le muscle grand glutéal va s'insérer sur la tubérosité glutéale, la ligne pectinéale et la tubérosité. La ligne pectinéale, la tubérosité glutéale et la crête intertrochantérique déliminent des zones d'insertion à la face postérieure du fémur proximal. On voit le fémur. La partie clinique, c'est le col fémoral. Le col fémoral, ok, les fractures du col fémoral peuvent interrompre la circulation sanguine de la tête du col. Ok, la vascularisation de la tête du col, de la tête et du col est assurée par un anneau artériel au niveau de la base du col fémoral. À partir de là, les vaisseaux cheminent le long du col fémoral, traversent la capsule et pénètrent dans la tête fémorale. La vascularisation de la tête et du col est renforcée par l'artère du ligament, de la crête fémorale et qui est généralement petite et inconstante. Les fractures du col peuvent, on voit ici, arracher les vaisseaux et provoquer la nécrose de la tête fémorale. Donc, quelqu'un va recevoir ça encore, elle va mourir, c'est la nécrose de la tête fémorale. Et ici, on voit la fracture. Et on continue avec l'investigation avec les vaisseaux. La vascularisation, mais de col fémoral. La vascularisation de la tête fémorale et du col fémoral. Un réseau artériel extracapsulaire est constitué autour de la base du col fémoral. Donc, le vaisseau sanguin là, c'est donc un réseau artériel et qui est en dehors de la capsule articulaire, quand on verra l'articulation de la hanche, on verra c'est quoi la capsule articulaire, est constitué autour de la base du col fémoral. En arrière, ok, par une branche importante de l'artère circonflexe, ok, fémorale, médiale, et en avant par des branches plus petites venues de l'artère circonflexe fémorale latérale. Dès que vous voyez qu'il y a une artère qui a le nom de circonflexe, ça veut dire qu'elle fait le tour d'une structure. Dans ce cas-là, elle fait le tour du col fémoral. Donc, nous avons les deux artères circonflexes. Je vais agrandir pour moi. Donc, on voit bien le col avec les artères. Vous avez la circonflexe fémorale latérale et la circonflexe fémorale médiane qui vont donner des branches qui vont innerver le col. Donc, ce réseau extracapsulaire est renforcé par des branches des artères glutéales supérieures et inférieures. Ces branches donnent naissance à des collatérales
ou le long du col fémoral. De ces branches, des réseaux rétinaculaires partent. OK? De ces branches, donc des rameaux rétinaculaires partent, qui vont former un réseau sous-synovial intra-articulaire. C'est embêtant. Normalement, tout le monde commence à dormir. La vascularisation de la tête et du col est renforcée par l'artère du ligament de la tête fémorale. Et on va il vient de l'artère obturatrice. Okay? La vascularisation, okay, il vient de l'artère obturatrice ou de l'artère circonflexe fémorale médiane. Et là, nous avons encore une fracture du col. Il y a des classifications. Donc, les fractures pérotrochanteriennes. Dans ces fractures, le trait part habituellement du grand trochanter vers le petit trochanter. C'est pour ça qu'on les appelle pérotrochanteriennes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle artères pérotrochanteriennes. Ils ne concernent pas le col fémoral. Les fractures pérotrochanteriennes n'altèrent pas la vascularisation du col fémoral et ne menacent pas la validité de la tête. Donc, avec ces fractures-là, on n'a pas de nécrose. Ici, nous avons une vraie barbale éclatée et notre trochanter. La diaphyse qu'on avait vue, elle peut aussi se casser et il va toujours avoir un chevauchement et une rotation. Ici, vous avez rotation latérale de la cuisse avec un raccourcissement. C'est le talon ici. Regardez, le genou est bleu. C'est dû justement au chevauchement. Une quantité importante d'énergie est nécessaire parce que c'est l'os le plus solide. Une quantité importante d'énergie est nécessaire pour fracturer la diaphyse fémorale. Ce type de traumatisme est souvent accompagné de lésions des parties molles appartenantes concernant les compartiments musculaires et menace les éléments neurovasculaires qu'ils contiennent. OK? Donc, la clinique, on parle de raccourcissement et de rotation latérale du pied et du et le genou et le pouce en rotation latérale. Et nous y voilà maintenant à l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche. La hanche est une articulation synoviale unissant la tête fémorale, unissant donc la tête fémorale et l'acétabulum de l'os coxal. L'articulation est de type sphéroïde, ça veut dire que c'est une sphère creuse et c'est une sphère pleine qui rentre dans une sphère creuse. C'est un rapport, une sphère pleine dans une sphère creuse de mobilité multi-axiale. La hanche est remarquable pour sa stabilité, par son aptitude à supporter le poids du corps et par sa mobilité. Les mouvements de l'articulation comprennent la flexion, l'extension qu'on a vu, l'abduction, l'adduction, les rotations latérales et médiales et la circonflexion qu'on a vu dans la partie vue globale. Quand on considère les effets des muscles sur l'articulation, on doit avoir à l'esprit le rôle du col fémoral et des angles d'inclinaison et de déclinaison. Okay? Par exemple, les rotations internes et externes du fémur sont le résultat de l'action des muscles qui agissent sur le grand trochanter en l'attirant soit en avant, soit en arrière. Quand on parle d'articulation, on parle aussi des surfaces articulaires qui sont en contact. Donc, il y a une surface du côté de la tête du fémur qui est sphérique, et la surface articulaire semi-lunaire de l'acétabulum de l'os coxal circonscrite par un rebord saillant, le limbus. Et le labrum acétabulaire ou limbus. OK? Donc, l'acétabulum contient
contient presque complètement la demi-sphère que forme la tête fémorale et contribue à la stabilité articulaire, tandis que l'articulation est concordante et congruente. La fosse acétabulaire non articulaire contient un tissu conjonctif lâche, en verre. La surface articulaire semi-lunaire, plus large de sa partie supérieure, est recouverte de cartilage hyalin. Du moment que vous avez ce bleu givré, c'est une structure en forme, une structure qui contient du collagène et suivant là où elle est, ça peut être soit une surface articulaire, c'est le cartilage hyalin, soit, vous avez la même couleur, pour les ligaments. La tête du fémur est recouverte de cartilage hyalin, excepté au niveau de la fovea, le bord de l'acétabulum. L'acétabulum est augmenté légèrement par l'adduction du fibrocartilage, qu'on appelle donc le labrum acétabulaire, ou bourrelet acétabulaire, formant un anneau triangulaire à la coupe attaché au limbus acétabulaire. Dans la partie inférieure de l'acétabulum, le labrum passe en pont sur les césures, passe en pont sur les césures acétabulaires, formant le ligament transverse de l'acétabulum et transformant l'incisure en un foramen. Ici, c'est le foramen acétabulaire. Le ligament de la tête fémorale est une bande plate de tissu conjonctif fragile qui s'attache d'un côté à la fovea de la tête fémorale, de l'arrière-cavité, et de l'autre à l'incisure acétabulaire. Le ligament transverse, au ligament transverse et au bord de l'incisure acétabulaire. Le ligament comporte une petite branche de l'artère obturatrice qui participe à la vascularisation de la tête fémorale. Maintenant, pour laver les surfaces articulaires, ok, elles sont doublées. On va voir la membrane synoviale qui va doubler la capsule articulaire. Donc, c'est la partie envers. La membrane synoviale prolonge les surfaces articulaires de la tête fémorale et de l'acétabulum, formant un tube recouvrant le ligament de la tête du fémur et couvrant le col fémoral. Puis se réfléchit, donc il revient à sa position sur la capsule fibreuse de la hanche dont elle tapisse la face profonde. C'est la membrane synoviale. Et la membrane synoviale est verdâtre et elle est donc de même type que les bosses séreuses. C'est pour ça qu'on verra que les bosses séreuses, qui sont des membranes, comme des membranes synoviales qui vont sécréter sérosité, donc ils sont de cette couleur. La capsule est une membrane, mettons la capsule, est une membrane fibreuse qui enferme l'articulation généralement épaisse et souple. Médialement, elle est attachée à la périphérie de l'acétabulum sur le limbus acétabulaire. Au ligament transverse de l'acétabulum et à la partie voisine du foramen obturaire. Elle est attachée à la ligne qu'on avait vue intertrochantérique de la face antérieure du fémur et au col du fémur, près de la crête intertrochantérique, à la face postérieure. Et cette capsule est renforcée par des ligaments. Comme l'articulation est stable, il y a très peu de ligaments. En fait, quand il n'y en a que 3 ligaments renforcent la surface externe de la membrane et stabilisent l'articulation. Le ligament iliofémoral, le ligament pubofémoral et ischio-fémoral. Okay? Le ligament iliofémoral est antérieur à l'articulation la hanche et est de forme triangulaire. Le ligament, ses apex, ses extrémités, okay, sont attachés à l'ilium entre l'épine iliaque antérieure, inférieure et à la marge de l'acétabulum
à sa base sont attachées le long de la ligne intertrochanterienne du fémur. Les parties du ligament attachées au-dessus et en dessous de la ligne intertrochanterienne sont plus épais que celui attaché à la partie centrale, ce qui lui donne l'apparence d'un Y. Ensuite, vous avez le ligament pubofémoral qui est antéro-inférieur à l'articulation de la hanche. Il est également triangulaire en forme et avec sa base attachée médialement à la menace iliopubienne, à l'os adjacent et à l'obturateur de la membrane obturatrice. Latéralement, il se fond avec la membrane fibreuse et avec la surface profonde du ligament iliofémoral. Et en fin de compte, nous avons le ligament ischio-fémoral qui va renforcer l'aspect postérieur de la membrane fibreuse. Bon. Et donc, nous avons 3 ligaments. Ensuite, cette hanche, de la même façon que le col et la tête, l'entièreté de la hanche est vascularisée. Donc, la vascularisation de la hanche est surtout assurée par les branches de l'artère obturatrice, les artères circonflexes et latérales, les artères glutéales supérieures et inférieures, et la première artère perforante de l'artère fémorale profonde. Les branches articulaires de ces vaisseaux forment un réseau autour de l'articulation. L'articulation est innervée par les rameaux articulaires venus par des nerfs fémoral, obturateur et glutéal supérieur et du nerf du carré fémoral. Ça, c'était l'articulation de la hanche. Maintenant qu'on a vu le squelette, on peut réellement rentrer dans le vif du sujet qui est accès aux membres inférieurs. Okay? Il y a 4 voies. Chaque voie est représentée par une flèche. 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a 4 voies, il y en a une qui est double. Il y a 4 voies par laquelle les péticules neurovasculaires et les tendons passent de l'abdomen et du pelvis au membre inférieur. Ce sont le canal obturateur, la grande incisure ischiatique qui va être divisée en deux, par le pyramidal, la grande incision ischiatique ici. La petite incision ischiatique là, et l'espace entre le ligament ici, l'espace entre le ligament et le bord antéro-supérieur de l'os coxal. Et on commence, et chacun peut agrandir. Donc, le canal obturateur a un trajet presque vertical au bord antéro-supérieur du foramen obturé. Il est limité au-dessus par le sillon obturateur à la face inférieure de la brèche supérieure et au-dessous par le bord supérieur de la brèche obturatrice. La membrane obturatrice, pardon, ce qui comble presque complètement le foramen obturé et par les muscles obturateurs internes et externes insérés sur les faces de la membrane obturatrice et sur l'os adjacent. On n'a pas montré les muscles ici. Donc, le canal obturateur relie la région abdominopelvienne au compartiment interne de la cuisse. À l'intérieur. Le nerf obturateur, comme on l'indique sur le schéma, et les vaisseaux obturateurs passent à travers le canal. Ensuite, la grande incision ischiatique est située à la partie postérolatérale de l'os coxal et la voie majeure pour les éléments anatomiques des vaisseaux tendons passant de la région pelvienne, à la région glutéale. Les limites de ce foramen sont la grande incision ischiatique, les bords supérieurs des ligaments sacro-épineux et sacro, le bord latéral du sacrum. Le muscle piriforme, ce qui est en rouge, le muscle piriforme sort du pelvis à travers la foramen ischiatique et sépare donc le foramen en 2 parties, une au-dessus et l'autre en dessous. Le nerf glutéal supérieur et les vaisseaux
Le nerf glutéal supérieur, passe à travers la grande ouverture ischiatique au-dessus du piriforme. Le nerf sciatique, le plus gros nerf de l'organisme, et le nerf glutéal inférieur et les vaisseaux glutéo-inférieurs, le nerf pudendal et les vaisseaux pudentaux internes, le nerf cutané postérieur de la cuisse, dès que vous voyez que c'est cutané, ça veut dire que c'est un nerf qui est essentiellement sensitif, et donc le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur, ou selon le nerf du carré fémoral et du jumeau inférieur passe à travers la grande ouverture ischiatique, mais en dessous du piriforme. Maintenant, oui, tout en dessous, on va voir la petite incision ischiatique qui est inférieure à la grande ouverture ischiatique, à la face postériolatérale du bassin. Elle est aussi inférieure à l'insertion latérale. Elle est aussi inférieure à l'insertion latérale du plancher pelvien, muscle élévateur de l'anus et qu'oxygène à la paroi pelvienne et fait communiquer la région glutéale avec le périnée. Le tendon de l'obturateur interne passe de la face médiale de la paroi pelvienne à travers la petite incision ischiatique pour s'insérer sur le furion. Le nerf pudental, et les vaisseaux pudentaux internes sortent du pelvis en passant à travers la grande incision ischiatique sous le piriforme, puis entrent dans le périnée sous le plancher pelvien en contournant l'épine ischiatique et le ligament sacro-épineux et en traversant de dehors en dedans la petite incision ischiatique. Et enfin, entre le ligament inguinal et l'os coxal, on va avoir la grande ouverture en forme de croissant entre le ligament inguinal au-dessus et le bord antéro-supérieur de l'os coxal au-dessous, et le chemin de communication entre l'abdomen et la partie antéromédiale de la cuisse. Et donc, c'est la plus grosse flèche que nous voyons. Les muscles grands psoas iliaques et pectinés traversent cet espace pour s'insérer sur le fémur. Les principaux vaisseaux, artères et veines fémorales, et les lymphatiques du membre inférieur passent aussi dans cet espace, ainsi que le nerf fémoral pour entrer dans le trigone de la cuisse. Donc, mais le plus important, c'est de lire le schéma et avec le schéma, bien clairement, et toutes les parties qui passent dans ces orifices. Les nerfs maintenant. Les nerfs qui pénètrent dans le membre inférieur venant de l'abdomen et du pelvis sont des rameaux terminaux du plexus thombosacral situés sur la face postérieure de l'abdomen et les parois postériolatérales du pelvis. Le plexus tombal est formé par les rameaux ventraux des nerfs spinaux de L1 à L3 et une partie de L4. Le reste des rameaux antérieurs de L4 et le rameau antérieur de L5 s'unissent pour former le tronc lombosacral qui vient de la cavité pelvienne avec les rameaux antérieurs de S1 et S3. C'est fastidieux. Une partie de S4 pour former le plexus sacral. Les nerfs importants qui proviennent du plexus lombosacral, ils quittent l'abdomen et le pelvis pour pénétrer dans le lobe inférieur sont le nerf fémoral, le nerf fémoral, le nerf obturateur, le nerf sciatique, le nerf glutéal supérieur et le nerf glutéal inférieur. Les autres nerfs qui naissent aussi du plexus, que l'on verra de façon plus détaillée après, et entrent dans le membre inférieur pour innerver la peau. Pour les muscles, sont le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf de l'obturateur interne, le nerf du carré fémoral, le nerf du carré postérieur de la cuisse, le nerf cutané perforant et les rameaux des nerfs ilio-inguinal et fémoral. Et on va parler donc du nerf. Tant qu'on a vu tous ces nerfs-là, on les a cités, on va en parler de façon plus détaillée. Le nerf fémoral est formé par la réunion des rameaux antérieurs de L2 à L4. Donc, quand on voit le nerf fémoral. OK, le nerf fémoral, c'est ici. Il est formé par la réunion des rameaux antérieurs de
L2 à L4. Il quitte l'abdomen en passant dans l'espace entre le ligament inguinal et le bord antérieur de l'os coxal pour pénétrer dans le trigone fémoral, ici, au niveau de la partie antéromédiale de la cuisse. Et dans le trigone fémoral, il est latéral par rapport à l'artère fémorale. Donc, le nerf fémoral va innerver tous les muscles du compartiment antérieur de la cuisse. Dans l'abdomen, il donne des rameaux destinés aux muscles iliaques et pectoraux. Il innerve la peau de la face antérieure de la cuisse, de la face antéromédiale du genou, de la face médiale de la jambe et du bord médial du pied. Donc, il est en dedans. Ensuite, nous avons le nerf obturateur, comme le nerf fémoral vient de L2 à L4, et il descend le long de la paroi antérieure de l'abdomen, passe dans la cavité pelvienne et pénètre dans la cuisse en passant dans le canal obturateur. Le nerf obturateur innerve tous les muscles du compartiment médial de la cuisse, à l'exception d'une partie du muscle grand adducteur s'insérant sur l'ischio et du muscle pectiné qui sont innervés respectivement par les nerfs sciatiques et fémoraux. Le nerf, le muscle obturateur externe, la peau et la face médiale de la partie haute de la cuisse. Ça, c'est pour le nerf obturateur. On verra ça détaillé encore. Mais vous devez savoir toutes les parties qui sont innervées et par quel nerf ils sont innervés. Et maintenant, en arrière, vous avez le nerf sciatique, qui est le plus gros nerf du corps. Il est constitué de fibres nerveuses venues de L4 à S3. Il quitte le pelvis par la grande incision sciatique en passant sous le muscle piriforme et pénètre dans la région glutérale, puis dans le compartiment postérieur de la cuisse, puis se divise à un niveau variable en ces deux rameaux principaux, le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. Donc, si on dit fibulaire commun, c'est qu'il va se diviser en deux autres nerfs fibulaires. Les rameaux postérieurs de L4 à S2 sont présents dans une partie du nerf fibulaire commun et les rameaux antérieurs de L4 à S3 sont présents dans le nerf tibial. Tous les muscles du compartiment postérieur de la cuisse, la portion du grand adducteur venu de l'ischio, tous les muscles de la jambe et du pied, la peau de la face antérieure de la jambe ainsi que du bord latéral sont innervés par le nerf sciatique. Maintenant, nerfs glutéaux, donc de la région glutéale. Les nerfs glutéaux sont des nerfs moteurs de la région glutéale, essentiellement moteurs. Le nerf glutéal supérieur est formé de fibres venues des racines antérieures de L4 à S1. Il quitte le pelvis à travers la grande incision ischiatique au-dessus du muscle périphérique et innerve les muscles moyens glutéal et petit glutéal et le muscle torseur du fascia lataire. Bon, comme c'est une vidéo, je lis tout, mais c'est dans le cours, on a quitté le livre pour nous. Donc, si on dit glutéal supérieur, c'est qu'il y a glutéal inférieur. Il est formé des fibres nerveuses venues de L5 à S1 et quitte le pelvis à travers la grande incision ischiatique en passant au-dessus du muscle piriforme. On se rappelle, le muscle piriforme transforme la grande incision ischiatique en deux orifices, un supérieur et un inférieur. Ensuite, il entre dans la région glutéale pour innerver le muscle grand glutéal. OK. Ensuite, nous avons les nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral. OK. Les rameaux sensitifs du nerf ilio-inguinal et le nerf génito-fémoral descendent dans la cuisse venant du plexus lombal. Le nerf ilio-inguinal passe de la partie haute du plexus lombal et descend en contournant la partie abdominale entre les muscles transverses et obliques internes, puis passe dans le canal inguinal et quitte la paroi abdominale en traversant à travers l'anneau inguinal supérieur. Ces rameaux terminaux innervent la peau de la face médiale de la partie haute de la cuisse du périnée. C'est ça qu'on appelle ilio-inguinal. En fin de compte, nous avons le nerf génito-fémoral. Il se dirige en bas et en avant et croise le muscle grand psoas sur la partie postérieure de l'abdomen. Son rameau fémoral, c'est génito-fémoral, donc son rameau fémoral pénètre dans la cuisse
en passant sous le ligament inguinal, en dehors de l'artère fémorale. Il devient superficiel pour innerver la peau au niveau de la partie centrale haute de la face antérieure de la cuisse. Le nerf latéral de la cuisse, lui-même maintenant, le nerf cutané latéral de la cuisse, vient des racines de L2 et L3, il quitte l'abdomen, soit en passant à travers l'espace entre le ligament inguinal et l'os coxal médialement, à l'épine antéro-supérieure, soit en passant directement à travers le ligament inguinal. Il innerve la peau de la face latérale de la cuisse. Ensuite, nous avons le nerf carré fémoral et le nerf de l'obturateur externe. Le nerf carré fémoral sont des nerfs de petite taille, qui viennent du plexus sacral. Les deux nerfs passent à travers la grande incision ischiatique au-dessous du muscle piriforme pour pénétrer dans la région glutéale. Tandis que le nerf, donc on voit séparément, le nerf de l'obturateur interne innerve le muscle jumeau supérieur dans la région glutéale et fait un coude autour de l'épine ischiatique pour pénétrer dans le périnée à travers la petite incision ischiatique et rejoindre la surface périnéale de l'obturateur interne. Le nerf du carré fémoral, lui, il innerve le jumeau inférieur et le muscle carré fémoral. Le nerf cutané postérieur de la cuisse. Maintenant, il réunit les fibres nerveuses venues de S1 à S3. Il quitte la cavité pelvienne en passant à travers la grande incision sous le muscle. Il descend verticalement dans la cuisse par le muscle grand glutéal qui pénètre dans la cuisse. Il va donc innerver une bande cutanée longitudinale à la face postérieure de la cuisse qui se poursuit à la partie haute de la jambe et il innerve aussi la peau au niveau du pli glutéal à la partie haute médiale de la cuisse et le périnée adjacent. Et enfin, on finit par le nerf perforant cutané, qui est un petit nerf sensitif, c'est pour ça qu'on l'appelle cutané, venu de S3, de S2 et S3, il laisse sa cavité pelvienne en pénétrant directement à travers le ligament sacro-tuméral. Il passe ensuite autour du bord inférieur du grand glutéal où son territoire cutané chevauche celui du nerf cutané postérieur de la cuisse, innervant la peau et le voisinage, au voisinage du pli glutéal. Donc pour cela, vous devez retenir les nerfs et surtout leur territoire. Le trajet, ça va se voir au fur et à mesure qu'on verra les autres solutions. Les artères. On a premièrement l'artère fémorale, présente ici. La principale artère du membre inférieur est l'artère fémorale qui prolonge l'artère iliaque externe, là, à partir du ligament iliaque externe ici, fémoral ici. OK? Est située dans l'abdomen. L'artère iliaque externe devient l'artère fémorale en passant sous le ligament inguinal pour entrer dans le trigone fémoral à la face antérieure de la cuisse. Ces branches vascularisent presque totalement la cuisse, la jambe et le pied. En arrière, on va voir les artères glutéales supérieures et inférieures. Ici. OK? D'autres vaisseaux vascularisent le membre inférieur. Ce sont les artères glutéales supérieures et inférieures et l'artère obturatrice. Les artères glutéales supérieures, ici, les artères glutéales supérieures et inférieures naissent dans la cavité pelvienne. Ce sont des branches de l'artère iliaque interne. Donc, vous avez l'artère iliaque externe, artère iliaque interne. OK? L'artère glutéale supérieure quitte le bassin en passant par la grande incision ischiatique. OK? Au-dessus du piriforme, est-ce que l'artère glutéale inférieure passe par le même orifice, mais sous le piriforme. L'artère obturatrice est aussi une branche de l'artère iliaque interne, naissant dans la cavité pelvienne. Elle passe à travers le canal obturateur et vascularise le compartiment médial de la cuisse. Les branches de l'artère glutéale supérieure et inférieure et de l'artère obturatrice avec les branches de l'artère pudendale interne du périnée forment donc un réseau anastomotique dans la partie haute de la cuisse et dans la région glutéale. La présence de ce réseau permet la circulation collatérale si un des réseaux est interrompu.
Les veines, les veines drainant le membre inférieur forment des groupes superficiels et profonds. Les veines profondes suivent généralement les artères fémorales, fessiers supérieurs, fessiers inférieurs. Les veines profondes principales drainent le membre. La veine, ça part de bas, de distal à proximal. Donc, la veine profonde principale draine le membre et la veine fémorale, qui est une artère fémorale. Elle devient ensuite veine iliaque, donc c'est bien le basal externe, lorsqu'elle passe sous le ligament inguinal pour pénétrer dans l'abdomen. Donc, la veine fémorale pénètre l'abdomen, tandis que l'artère fémorale sort de l'abdomen. Les veines superficielles se retrouvent dans le tissu conjonctif sous-cutané et sont interconnectées et finissent par se drainer dans les veines profondes. Les veines superficielles forment deux canaux principaux. La grande veine saphène et la petite veine saphène qui est plus bas. OK? Les deux veines proviennent de l'arc veineux, ici, dorsal du pied. La grande veine saphène provient du côté médial de l'arc veineux dorsal, puis remonte le côté médial de la jambe, du genou et de la cuisse pour se connecter à la veine fémorale, juste en dessous du ligament inguinal. La petite veine saphène provient du côté latéral de l'arc veineux dorsal, remonte la face postérieure de la jambe, puis pénètre dans la ponévrose profonde pour rejoindre la veine poplitée postérieure au genou. Et en amont du genou, la veine poplitée devient veine fémorale. Ce qu'il faut retenir dans ces veines-là, nous avons des veines superficielles et des veines profondes. Et chacune va nous donner une pathologie différente. Les vaisseaux lymphatiques, la plupart des vaisseaux lymphatiques, c'est en vert, la plupart des vaisseaux lymphatiques du membre inférieur se drainent dans des ganglions inguinaux. Ici, c'est l'organe infectieux sacro ganglion. Des ganglions inguinaux superficiels et profonds situés dans la ponévrose juste au-dessous du ligament inguinal. Donc, nous avons les ganglions inguinaux superficiels qu'on peut palper. Au nombre d'environ 10 se trouvent dans la ponévrose superficielle et parallèlement au parcours du ligament inguinal. Donc, ils vont suivre le ligament inguinal. OK? Médialement, ils s'étendent vers le bas et le long de la partie terminale de la grande veine saphène. Les ganglions inguinaux superficiels reçoivent la lymphe de la région fessière, de la paroi abdominale inférieure, du périnée et des régions superficielles du membre inférieur. Ils se drainent via les vaisseaux qui accompagnent les vaisseaux fémoraux dans les ganglions iliaques externes associés à l'artère iliaque externe dans l'abdomen. Donc, maintenant, les glandes qu'on appelle les nœuds inguinaux profonds. Okay? Ça, c'était les nœuds inguinaux superficiels. Les nœuds inguinaux profonds, on ne va pas pouvoir les palper. Les ganglions inguinaux profonds, jusqu'au nombre de 3, sont médiaux par rapport à la veine fémorale. Les ganglions inguinaux profonds reçoivent la lymphe des lymphatiques profonds associés aux vaisseaux fémoraux et du gland du pénis ou clitoris. Dans le périnée, ils s'interconnectent avec la région, avec les ganglions inguino-superficiels et se drainent dans les ganglions iliaques externes via des vaisseaux qui passent le long du côté médial de la veine fémorale en passant sous le ligament inguinal. L'espace à travers lequel les vaisseaux lymphatiques passent sous le ligament inguinal est le canal fémoral. Au niveau du genou, en arrière, nous avons les nœuds poplités. En plus des nœuds inguinaux, il existe de petites collections de nœuds profonds postérieurs au genou près des vaisseaux poplités. Ces ganglions poplités reçoivent la lymphe des vaisseaux superficiels qui accompagnent la petite veine saphène et des zones profondes de la jambe et du pied. Ils finissent par s'écouler dans les nœuds inguinaux profonds et superficiels. Et tout ça, ça va nous donner deux pathologies. Au niveau des veines superficielles, nous avons les varices. Le flux sanguin normal dans les membres inférieurs va de la peau, des tissus sous-cutanés, aux veines superficielles. Il s'écoule via les veines profondes, vers les
qui s'écoule via des veines perforantes, pardon, vers les veines profondes qui à leur tour se drainent dans les veines iliaques et la veine cave inférieure. L'écoulement normal du sang dans les systèmes veineux dépend de la présence de valves compétentes, on verra ça au prochain schéma, de valves compétentes qui empêchent le reflux. Le retour veineux est complété par la contraction des muscles du membre inférieur qui pompent le sang vers le cœur. Lorsque les valves veineuses deviennent incompétentes, elles ont tendance à exercer une pression supplémentaire sur les valves distales qui peuvent également devenir incompétentes. Ces conditions produisent des veines superficielles tortueuses que l'on voit sur le schéma, sur la photo, dilatées qu'on appelle des varices dans la distribution des veines, la distribution des systèmes veineux saphènes, grands, longs et petits. Les varices surviennent plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes et les symptômes sont souvent aggravés par la grossesse. Certaines personnes ont une prédisposition génétique à développer des varices. Les valves peuvent également être détruites lorsqu'une thrombose veineuse profonde, donc ça veut dire qu'un sang caillé, se produit si le caillot incorpore la valve dans ses interstices. Pendant le processus de guérison et de recanalisation, la valve est détruite, la rendant incompétente. Donc, les sites typiques d'incompétence valvulaire comprennent la jonction entre la grande veine saphène et la veine fémorale, les veines perforantes au milieu de la cuisse et la jonction entre la petite veine saphène et la veine poplitée. Les varices peuvent être disgracieuses et les modifications des tissus mous peuvent survenir en cas d'incompétence veineuse chronique, comme on le voit sur la photo. Au fur et à mesure que la pression veineuse augmente, l'augmentation de la pression veinulaire et capillaire endommage les cellules et le sang et les produits sanguins expulsent dans les tissus mous. Cela peut produire une pigmentation brune de la peau et un eczéma veineux peut se développer. De plus, si la pression reste élevée, la peau peut se décomposer et s'ulcérer, ce qu'on appelle l'ulcère variqueux. Et plusieurs semaines d'hospitalisation peuvent être nécessaires pour guérir. Les traitements des varices comprennent la fixation de la valve, okay, ou encore le stripping, on retire la veine, des grands et des petits systèmes saphènes et dans certains cas, la reconstruction vasculaire. Et là, on a des schémas qui nous montrent comment les muscles vont faire la pompe, justement ce contracteur, et faire le sang monter. Voici ce qui arrive lorsque les veines deviennent incompétentes, il y a une dilatation et l'apparition des varices. OK? Ainsi, nous avons les veines variceuses. OK? Et si ça empire, on va avoir un ulcère variqueux. Gonflement de la cheville, voici l'ulcère. OK? Ça, c'était pour les pathologies des veines superficielles. Les veines profondes, on va avoir comme pathologie les thromboses veineuses profondes. La thrombose veineuse profonde peut survenir dans les veines profondes du membre inférieur et dans les veines pelviennes. Son étiologie a été décrite avec éloquence par Virchow, qui a décrit la triade classique, stase veineuse, lésion de la paroi vasculaire et état hypercoagulable qui précipite la thrombose. Chez certains patients, une thrombose veineuse profonde dans les veines du mollet peut se propager dans les veines fémorales. Ce caillot peut se rompre et traverser le cœur pour entrer dans la circulation pulmonaire, entraînant une occlusion de l'artère pulmonaire, un arrêt cardiovasculaire et la mort. C'est la fameuse embolie pulmonaire. Un nombre important de patients opérés sont susceptibles de développer une thrombose veineuse profonde, de sorte que la plupart des patients chirurgicaux reçoivent un traitement prophylactique spécifique pour prévenir la thrombose. Okay? Un régime prophylactique typique de thrombose veineuse profonde comprend des injections d'anticoagulants et des bas radieux pour éviter la stase veineuse profonde et faciliter la vidange des veines profondes. Bien que les médecins visent à empêcher la formation de la thrombose veineuse profonde, il n'est pas toujours possible de la détecter car il peut n'y avoir aucun signe clinique. La possibilité des muscles du mollet, la pyrexie
post-opératoire et le gonflement des membres peuvent être des indices utiles. Le diagnostic est posé par échographie duplex ou phlébotomie. OK? Échographie duplex ou phlébographie, pardon, ascendante. Si la thrombose veineuse profonde est confirmée, une anticoagulation intraveineuse et orale est recommandée pour empêcher l'extension du thrombus. Si vous voyez, la stase ouvre le thrombus et le thrombus peut se développer et arriver jusqu'au poumon. OK? Donc, quand vous avez la thrombose et quand ça se déplace, c'est l'embole. Maintenant, le tout est enveloppé par le fascia profond et pour que la veine saphène puisse intégrer la veine fémorale, il faut bien qu'il y ait un orifice qu'on appelle le hiatus saphène. Donc, on commence par le fascia lata. La face externe du fascia profond du membre inférieur forme une membrane qui, comme un bas, couvre le membre inférieur et s'étend sous le fascia superficiel. Et ce fascia profond est particulièrement épais à la cuisse et à la région glutéale, où il est appelé fascia lata. Le fascia lata est amarré en haut à l'os et au parties molles, le long d'une ligne d'insertion qui correspond au bord supérieur du membre inférieur. Commençant en avant et entourant latéralement le membre, cette ligne d'insertion inclut le ligament inguinal, la crête iliaque, le sacro-coccyx, et le ligament sacro-tubéral. Le ligament sacro-tubéral, la branche inférieure et le corps de sa branche supérieure du pubis. À sa partie inférieure, le fascia lata se continue avec le fascia profond de la jambe. Maintenant, on va parler du tractus iliotibial. Okay? Le fascia lata est épaissi latéralement. Il forme une bandelette longitudinale. Le tractus iliotibial, qui va de l'aile au tibia, qui descend le long du bord latéral du membre du tubercule de la crête iliaque jusqu'à son insertion osseuse au-dessous de l'interline articulaire du genou. Le fascia lata de sa partie haute, dans la région glutéale, se divise en avant pour envelopper le muscle tenseur du fascia lata et en arrière pour envelopper le muscle grand glutéal. Le muscle tenseur du fascia lata qui se trouve au-dessus, comme c'est avant, est partiellement inclus dans le fascia. Il s'insère à la partie supérieure et antérieure du tractus iliotibial. La plus grande partie du muscle grand glutéal s'insère, et ici, s'insère à la partie postérieure du tractus iliotibial. Le tenseur du fascia lata et le muscle gangréen travaillent ensemble grâce à leur insertion sur le tractus iliotibial, maintiennent la jambe en extension une fois que les autres muscles ont assuré l'extension de la jambe au niveau du genou. Le tractus iliotibial et ses deux muscles associés stabilisent l'articulation de la hanche en empêchant le déplacement latéral du fémur proximal. Il assure la coaptation de la tête fémorale dans l'articulation. Il empêche la tête fémorale de se luxer, de se déboîter. Donc, il y a une tête fémorale là en place. Et comme on a dit, il faut bien un perçu où la grande veine saphène retrouve la veine fémorale. C'est ce qu'on appelle le hiatus saphène. Le fascia lata a une ouverture à la partie haute de la cuisse, jusqu'au-dessous de la moitié médiale du ligament inguinal appelé hiatus saphène. Okay? Elle permet à la grande veine saphène de traverser le fascia profond pour se jeter dans la veine fémorale. La limite du hiatus saphène est formée par le bord libre du fascia, okay? Okay, qu'on appelle donc le bord falciforme en forme de faux, qui descend du ligament inguinal, ça descend du ligament inguinal, okay? Okay, du ligament inguinal et entoure le bord externe, ici le bord externe de la grande veine saphène pour s'attacher sur la ligne pectinéale, okay,
qu'on appelle le pecten du pubis, de l'oscoxale, la grande veine saphène se termine en forme de crotte, en formant une crosse qui traverse le fascia criblé du hiatus. Et ensuite, nous avons le trigone fémoral. Et ce trigone fémoral, on va le voir spécialement dans une autre vidéo. Donc, au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.